Salut, c'est Agathe Auproux et vous regardez Click and Chill. Salut Agathe, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Moi ça va. Normalement c'est une question un peu mécanique, mais toi on te reçoit 1 an après l'annonce publique de ton cancer et quelques mois après celle de ta rémission. Donc je te repose la question Agathe, comment ça va aujourd'hui? Ça va même très bien en réalité. Ça va très bien, ouais. Rémission complète effectivement, donc tout est cool. On va parler de ta maladie, de ta guérison. Avant ça on refait les présentations. Tu es journaliste, passé par les Inrocks, connu pour ton rôle dans les émissions Touche pas à mon poste et Balance ton poste. Désormais animatrice d'une quotidienne, co-animatrice d'une quotidienne sur la chaîne Twitch de Webedia. Sur la chaîne Twitch, Discord, Dailymotion, Ouais, YouTube, Facebook, Insta. Et tu viens de faire paraître un livre qui a le même titre qu'une chanson d'Orelsan. Tout va bien, tout va bien, petit tout va bien, tout va bien, tout va bien, petit tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est un morceau dont le refrain répète « tout va bien » alors que le texte dit tout l'inverse. C'est aussi ce que toi, tu t'es répété pendant tout le long de ta maladie, des diagnostics successifs, des opérations, des séances de chimio. Est-ce que ça marche de se répéter « tout va bien » ? Pour moi, en tout cas, ouais, ça a marché. C'était vraiment et purement de l'auto-persuasion, quoi, un espèce de conditionnement positif. Et je pense que ça aide de s'ancrer dans cet état d'esprit. Bien sûr, ça ne te guérit pas, hein, ça ne va pas t'aider physiquement, mais je pense que si mentalement, tu te persuades que tu es capable de surmonter ce qui t'arrive, que ce soit une maladie ou n'importe quel obstacle ou épreuve, à vrai dire, tu te mets dans de bonnes conditions. Est-ce qu'avant de parler de choses tristes, on peut remonter longtemps en arrière, loin en arrière ? Je t'en prie. Est-ce qu'on peut le faire avec l'aide d'un clip que tu as choisi, Ouais. de Wallen, Ah, j'adore. qui s'appelle comment ? Donna. On regarde. Elle a 15 ans et elle va encore au collège. Tous les jours, elle fait le même trajet. Donna, dans la cité, se fait discrète. Elle s'efface, c'est juste la petite sœur de ses grands frères. À la page du dimanche, dans son agenda, quelques mots d'amis, des poèmes auxquels elle veut croire. C'est juste une enfant, malgré les apparences. Pourquoi ce clip, Agathe ? Franchement, c'est le clip que j'ai le plus regardé. Je venais d'arriver au collège, je crois que c'était le début des années 2000, quoi. Et je sais pas, c'était le clip qu'on regardait tout le temps avec mes copines quand on était à la maison sur l'ordi. C'est la chanson qu'on a le plus chantée. Je la connais encore par cœur alors qu'on l'entend plus en radio depuis la nuit des temps. Et je trouve qu'elle dit des choses complètement universelles, tu vois, qui étaient valables en 2000, 2001 et qui le sont encore en 2020. Cette pression que peut ressentir une jeune fille, une jeune adolescente quand elle arrive au collège, qu'elle découvre son identité en tant que femme, sa sexualité, les premiers émois, le fait qu'elles doivent passer à l'action, quoi, qu'elles doivent rentrer dans le moule et avoir un petit copain, son premier, faire le premier bisou la première fois. Ouais, je kiffe. Toi, t'étais quelle adolescente ? Moi, justement, j'étais hyper coincée. Avec les garçons, en tout cas, genre, embrasser avec la langue, pour moi, c'était le truc le plus absurde et le plus terrifiant du monde. Et j'avais envoyé un petit mot, tu sais, à une de mes copines qui était redoublante, donc qui était censée avoir plus d'expérience. Et je lui avais dit, comment on fait pour embrasser avec un garçon avec la langue ? Je comprends pas le concept, quoi. Et c'était terrible parce qu'elle avait montré le mot que je lui avais envoyé à tout le monde. Ah, c'est une bonne copine, visiblement. Ouais, mais finalement, ça n'a pas joué contre moi parce que les garçons ont fini par trouver ça attendrissant. Mais c'est vrai que c'était compliqué, ce passage d'adolescente à jeune femme. C'est un peu périlleux. Et sinon, j'étais une adolescente assez sage, quoi. Il n'y a pas eu de crise. Je ne buvais pas d'alcool, j'en bois toujours pas, je ne sortais pas. Donc, j'ai pas été un fardeau pour ma mère, quoi. Je te pose la question alors que j'ai grandi dans une ville assez similaire, mais c'est comment de grandir et d'être adolescent dans une ville comme Guéret, dans la Creuse ? Pour moi, c'était assez tranquille, en réalité. Après, moi, j'avais tous mes potes
qui avait besoin quand même d'échappatoire, entre guillemets, qui s'ennuyait très vite parce que la jeunesse a pas vraiment de moyens de divertissement à proximité. Donc, ils prenaient tous la voiture pour partir à Limoges, par exemple, qui était la plus grande ville de proximité, pour sortir dans des boîtes ou des trucs comme ça. Mais je sais pas pourquoi, moi, ça m'a jamais attirée. Donc, je passais ma vie dans ma chambre, à lire des livres, à écouter des sons, à jouer à la Game Boy. Dans Tout va bien, tu racontes ta passion pour les pizzas. Ouais, À part ça, tu t'intéressais à quoi? à part les pizzas. À part les pizzas. C'est vrai, j'ai toujours adoré manger. J'ai pris du poids de ouf, là, en plus. Mais sinon, quand j'étais petite, avec mon frère, on était très geeks. Donc, on jouait à la Super Nintendo, on jouait à la Game Boy pendant des nuits. On faisait des nuits blanches à faire que ça, quoi. Et je sais que tu t'intéressais aussi à des petits êtres. Ouais, mais ça a bercé mon enfance et mon adolescence. Les Pokémon, c'est une passion. Le générique aussi, je le connais par cœur. Alors, on écoute le générique. C'était lequel ton préféré? Ton gars sûr? J'adore Togepi, moi. D'accord. Je le trouve trop mignon et en plus, j'aime bien le fait qu'il soit hyper mignon, mais en réalité qu'il soit hyper fort. Parce qu'il peut copier les attaques et tout des Pokémon qu'il affronte, donc c'est cool. Après Pikachu, forcément. Et Mew, aussi pour son côté mignon. T'avais réussi à l'avoir? J'avais réussi à l'avoir, ouais. Ah, mais j'étais déter, mais quand je te dis... Mais en plus, ce qui était ouf, c'est qu'à l'époque, sur les Game Boy Color, donc avec les premières versions du jeu, moi j'ai commencé sur la version rouge, après jaune avec Pikachu, après les or, argent, etc. Mais sur les Game Boy Color, c'était des écrans qui n'avaient pas de lumière. Donc tu avais ta Game Boy et tu ne pouvais jouer que si tu étais sous une lumière de ouf. Donc on faisait des factures d'électricité à ma mère, elle pétait un plomb. Parce qu'en plus, il y a les piles de la Game Boy. Ouais. Et parce qu'elle s'est dit, mais comment c'est possible? Parce que c'est toujours, regarde la lumière de ta chambre, regarde. Nanana. Et avec mon frère, on faisait des missions la nuit, quand on était sûr qu'elle dormait. On rallumait toutes les chambres et on jouait à la Game Boy. Récemment, sur ce plateau, l'humoriste Jimo a dit qu'il jouait au Pokémon à 17 ans et qu'il y joue encore. Est-ce que toi, tu joues encore au Pokémon? Ouais. J'avais téléchargé Pokémon Go comme tout le monde. J'ai fait des dingueries pour attraper des Pokémon sur Pokémon Go, mais moins qu'avant. Mais je pourrais m'y remettre. Après, c'est pas ce que je me souhaite, parce que vraiment, là, je ferai plus rien d'autre de ma vie, je pense. Mais c'est toujours un kiff, ouais. J'ai déjà dit, je viens d'une ville assez similaire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais dans ces villes-là, petites villes de province, villes moyennes de province, on vit très très loin de Paris et très loin dans l'idée qu'on peut y réussir. Ouais. Comment toi, tu as eu envie d'être journaliste et comment tu t'es dit que c'était possible de le faire à Paris? Bah justement, je pensais que c'était complètement inaccessible. Surtout le métier de journaliste, enfin ton métier quoi. Je m'étais dit que c'était un milieu en plus qui m'apparaissait très fermé, un peu opaque quoi. Donc je suis pas allée à Paris tout de suite. Quand j'ai passé mon bac à Guéret, je suis partie faire 3 ans de licence à Toulouse, qui me paraissait plus proche et moins difficile à conquérir que Paris. Puis j'avais de la famille déjà là-bas, donc j'allais pas non plus en territoire inconnu. Donc j'ai fait une licence, une double licence de littérature anglaise et de marketing et communication internationale, suite à laquelle j'ai dû faire un stage. Et j'ai tenté de faire mon premier stage aux Inrocks, ce qui s'est très bien passé. Et du coup, j'ai décidé de rester sur Paris et de tenter les écoles de journalisme. Tu viens d'un milieu assez modeste. Tu as passé par la presse écrite qui, on le sait, n'a plus beaucoup d'argent. Ouais. Et après, tu es arrivée quasi soudainement sur C8, Ouais. où tu es devenue très puissante sur les réseaux sociaux. Tu as toujours été très honnête, très ouverte sur le fait que les réseaux sociaux c'était aussi des partenariats, de l'argent. Ça se voit même d'ailleurs dans ton livre, tu le dis assez ouvertement. Comment toi, tu as géré ce soudain afflux et de sollicitations et de rémunération? Au début, moi, je comprenais absolument pas ce qui se passait, parce que c'est vrai que tout a été très rapide. J'ai été diplômée à l'été 2016. En septembre 2016, du coup, je rentrais aux Inrocks. Et en février 2017, il y a la prod de TPMP qui m'appelle pour faire un one-shot comme ça. Et très vite, je pense que j'ai dû faire ma première ou ma deuxième émission. Et j'avais déjà énormément de demandes, de gens qui se mettaient à me suivre, etc. Et tout ce qui était
marketing d'influence justement sur les réseaux, mettre son image au service d'une marque, d'une institution, d'un établissement pour en faire la promotion. Pour moi, c'était réservé à la télé-réalité qui distillait des codes promo de façon assez grossière, on va dire, mais j'avais aucune idée que s'il y avait un business autre qui se cachait derrière ça. Et si bien que quand au départ les marques m'envoyaient des fringues ou je sais pas des trucs comme ça et me demandaient si tu pouvais faire une story ou un post, moi j'étais déjà tellement contente qu'on m'envoie des cadeaux que je le faisais gratuitement. Et en fait, mes copines qui travaillent dans ce milieu, à un moment elles m'ont dit mais t'es payée combien pour faire cette OP et tout machin. Je suis pas payée, ils m'ont déjà envoyé le truc gratuit. Mais Agathe, mais ça va pas, mais c'est du travail, tu mets ton image, tu te fais vecteur d'une marque, tu dois le faire rémunérer, c'est de la communication. Et moi, j'ai eu vachement de mal à passer le cap, quoi. Et en réalité, ouais, c'est un nouveau métier de promotion, parce qu'étant donné que les jeunes, la cible des 15-25, 15-30, désertent complètement les médias traditionnels, la presse écrite, la radio, de plus en plus la télé, les annonceurs qui veulent targeter cette cible en particulier, le meilleur moyen pour eux de les atteindre, c'est les réseaux sociaux. Et c'est les personnalités ou personnages qui ont une notoriété sur les réseaux qui peuvent se faire le meilleur relais, quoi. Je voudrais qu'on revienne à Guéret, parce que c'est aussi là que tu allais souvent pendant ta guérison. Ouais. Est-ce que c'est un bon refuge, Guéret ? Ouais, mais c'est mon endroit préféré sur Terre. Enfin, parce qu'il y a ma maman, il y a ma famille, forcément, mais j'adore y aller, ouais. Je te parle de guérison. Quoi ? Je te parle de guérison. Ouais. On va reprendre le livre. Tu racontes donc, fin 2018, tu t'inquiètes de la présence de petites boules au niveau de la poitrine, Ouais. puis qui se déplacent un peu. Tu passes plusieurs examens de médecin en médecin. Le mot cancer met du temps à arriver. Tu vas apprendre que tu es atteinte de la maladie de Hodgkin. Mhm. Est-ce qu'avant de l'avoir et de savoir que tu l'avais, tu connaissais même cette maladie ? Mais pas du tout. Pas du tout. Et parce que la première fois, en plus, qu'on m'en a parlé, je savais même pas comment elle s'écrivait, donc j'ai écrit n'importe quoi sur Google, je mettais un CH, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et mine de rien, en fait, c'est un type de lymphome assez rare, parce qu'il y a les lymphomes, qui sont les cancers du système lymphatique, c'est tout ce qui touche à tes ganglions, ton système immunitaire, etc. Et parmi les lymphomes, il y a les hodgkiniens et non hodgkiniens. Et la maladie de Hodgkin touche assez peu de personnes en réalité, mais particulièrement les jeunes. En Toi, tu France. t'es un peu inquiétée toute seule. Ouais. Tu racontes, et le diagnostic a mis du temps à arriver, et tu racontes que 2 personnes ont été décisives, un père et son fils. Ouais. C'est Cyril et Ange Hanouna. Parce qu'on ne le sait pas, mais le père de Cyril Hanouna est médecin généraliste. Ouais, c'est ça. Et c'est lui qui a eu le premier, en fait, la vraie inquiétude Ouais. sur ce qui t'arrivait. Oui, Ange, si tu me regardes, merci encore. Parce que même si je pense qu'on aurait fini par le déceler, parce que les symptômes auraient été encore plus criants, le fait qu'il ait réussi à le diagnostiquer si tôt, entre guillemets, ça a permis de prendre la maladie au stade 2 sur 4, qui n'est donc pas le stade le plus avancé, le plus compliqué à soigner. Et effectivement, parce que moi, je sentais donc la présence de ces boules, comme tu dis, qui sont en fait des ganglions. Et les ganglions se manifestent dès que tu as le moindre virus, quoi. Ça peut être une simple angine, c'est n'importe quoi, quoi. C'est une réaction de ton corps qui te dit « Attention, là, il y a un truc chelou ». Et donc les premiers médecins que je suis allée voir me prescrivaient des prises de sang, des échographies pour vérifier ces boules, etc. Mais tant que tu n'as pas fait le bon examen, ce que m'a enfin prescrit Ange Hanouna, enfin le docteur Hanouna, qui était finalement un scanner, quoi, où ils ont pu déceler qu'il y avait potentiellement des cellules cancéreuses, c'est vrai que c'était long à diagnostiquer. Mais ça, c'est pas un cas isolé, cette errance médicale sur le diagnostic, parce que dans tous les témoignages que j'ai lus et ceux que je reçois encore aujourd'hui, il y en a qui mettent même 6 mois avant de poser un diagnostic, quoi. Ouais, et qui sont plus au stade 2, mais 3 ou Ouais, 4. exactement. Est-ce qu'on peut faire une pause avec une chanteuse que tu adores, je crois, Britney Spears? Ouais, T'as choisi pour moi ce qui est une des 2 meilleures chansons de Britney Spears. C'est Every Time. ouais, elle est Regarde. magnifique. Every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small. I guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face. You're haunting me. I guess I need you, baby. C'est un titre et un clip où elle raconte sa lassitude de vivre sous le regard des autres.
Toi, quand tu apprends que tu es malade, à l'époque, tu es déjà très active et très suivie sur Instagram. À l'époque, tu as combien d'abonnés? Je sais pas, peut-être 650 000. Et est-ce que tu dis qu'à ce moment-là, ce qui était un privilège ou un atout ou une chance va devenir un handicap ou un problème? Ouais. Ouais, franchement, je me suis dit que gérer cette maladie en étant une personne anonyme, ça aurait peut-être été plus facile à appréhender. Pas facile à vivre, mais facile à appréhender en tout cas. Parce que comme mon image, c'est mon métier en réalité, se présenter comme étant malade, diminuer physiquement, j'avais peur qu'on me dise, bon bah Agathe, les plateaux, c'est fini pendant un temps. J'avais peur que faire des photos Instagram, même moi, tu vois, je supporte plus mon reflet ou l'image que je renvoyais. Et ça a été un petit peu compliqué au départ, mais bon, j'ai fini par comme clean. Puis ta notoriété, elle a une autre conséquence qui, pour le coup, est très envahissante. C'est que dès tes premiers examens à l'hôpital, alors que tu n'as pas forcément envie que les gens sachent pourquoi tu es là, Ouais. des gens qui te reconnaissent. Ouais, c'était horrible. Et tu sais que parce qu'en fait, cette anecdote, c'est la première nuit, je passe ma première nuit à l'hôpital pour faire toute une batterie d'examens, dont une biopsie. Et donc j'ai besoin d'être alitée et de rester sur place. Et je suis prise à l'hôpital en urgence pendant un week-end férié, début novembre, etc. Et je partage ma chambre avec une dame de plus de 80 ans qui est à l'agonie, qui a un cancer des os, qui a du mal à respirer, du mal à parler, qui est très seule. Enfin, tout le contexte et toute l'ambiance est assez déstabilisante et glaçante. Et déjà, je ne suis pas dans le meilleur des moods. En plus, les visites se terminent à 20h. Donc, je sais qu'à 20h, ma mère, mon frère et ma meilleure pote se barrent. Et que vraisemblablement, ça va être la soirée la plus longue de ma vie. Et manque de bol, en face de ma chambre, il y a la chambre d'une dame qui est à l'hôpital et qui est là avec toute sa famille, ses enfants, son frère, sa sœur. Et ils me reconnaissent. Et donc, je dois aller faire une photo alors que j'ai ma perfusion. Enfin bref, je donne le champ, je souris, pas de souci. Mais à 22h, cette dame rentre dans ma chambre et me demande si je veux venir avec elle pour discuter. Bon, là, mon cœur s'arrête et tout. J'étais tellement mal. Et la première fois que j'ai écrit ce passage et que j'ai envoyé la première version à mon éditeur, il m'a dit « Agathe, je pense que le passage avec la patiente qui vient dans ta chambre en pleine nuit, tu vas vouloir le réécrire, je le trouve un peu violent. » Moi, je le prends hyper mal. Genre, qui es-tu pour me dire ce que je dois ressentir, à quel moment je dois le ressentir? Je le fais lire à ma mère. Je fais « Est-ce que tu penses que j'ai été violente ?» Elle me dit « Oui, je pense que ta colère est légitime, mais que tu la diriges injustement vers cette dame. » Genre, ce qui te met en colère, c'est la situation, le fait d'être dans ce lit d'hôpital, d'être seule, de ne pas savoir ce qui t'arrive, etc. Mais effectivement, j'étais tellement vénère. J'étais outrée, j'étais vénère de ouf. J'ai plus été énervée pendant toute cette histoire que triste. Et c'est vrai que du coup, la première fois que j'ai écrit cette anecdote, j'ai chargé la pauvre patiente injustement. Donc j'ai fini par le réécrire pour réajuster l'objet de ma rage. Mais ouais, c'était assez compliqué à vivre, ça. Et tu as fini aussi par annoncer ta maladie sur Instagram. Ouais. Pourquoi? Parce que je perdais de plus en plus mes cheveux, je perdais un peu de poids. Et même si j'essayais de le masquer au maximum, j'avais 2-3 commentaires de mecs qui me suivent vraisemblablement très assidûment et qui arrivaient à me dire « Oula Agathe, t'es un petit peu dégarnie sur le côté, tu dois être en dépression, fais attention à toi. » Enfin, je sais pas, je me dis « Putain, s'ils arrivent à capter le truc, mon frère, c'est que... ouais, c'est que je le gâche pas. » Il y a des mecs qui te faisaient des diagnostics, mais par Instagram interposé, quoi. Ouais. Donc je me suis dit, bon, autant leur dire avant que finalement quelqu'un finisse par me prendre en photo à l'hôpital, quoi. Ça devient ridicule. J'en avais marre de mentir. Parce que non seulement je me mettais... j'étais dans une phase de ma vie où je devais me concentrer sur moi, sur le fait de guérir, de vivre correctement ce traitement qui est quand même hyper lourd. Et je me mettais cette pression supplémentaire seule qui était il faut absolument que personne ne soit au courant. Je vais très bien. Ça devenait un peu schizophrénique, quoi. Dans la foulée de cette annonce, tu pars en vacances. Ouais. Tu postes des photos. Ouais. Et là, il y a des gens qui te reprochent de ne pas avoir l'air vraiment malade ou pas avoir l'air assez malade. Ouais. Comment tu l'as pris? Ça, il y a rarement des choses qui m'atteignent sur Internet. Hein. Je connais les règles du jeu maintenant.
Mais c'est vrai que ça a mis en exergue une méconnaissance absolue de ce qu'est une personne malade. Moi, du coup, je les ai vus et je les ai fréquentés pendant presque 1 an. Et personne ne vit de la même façon, même le même cancer au même stade avec le même traitement. On réagit tous de façon différente. Et dans l'inconscient collectif, le ou la cancéreux, cancéreuse est au fond de son lit en train de vomir ses tripes, et n'a plus de cheveux, le teint livide, moins 40 kilos. Alors que non, c'est pas vraiment la réalité de ce qu'on est et de ce qu'on vit à ce moment-là. Ton parcours de soins a duré quasiment 1 an entre le diagnostic et l'annonce de la rémission. Le moment le plus difficile, ou un des moments les plus difficiles, ça a été la pose du cathéter. Ouais. C'est une opération chirurgicale qui, pour le coup, est assez lourde. Et avant qu'elle arrive, tu as demandé à écouter une personne, Ouais. un artiste, qui ça? Booba. Alors on va regarder 92 Yveron de Booba. Trop bien. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. J'fais ni la queue au Ritz, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. La rafale dans ton salon sera sûrement désagréable. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. J'fais ni la queue au Ritz, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. Pourquoi l'écouter lui à ce moment-là? Parce que j'avais envie d'un truc qui me mette dans un mood de conquérant, déterminé. Donc j'avais envie d'écouter Booba, quoi. Mais d'ailleurs, il me manque beaucoup sur Instagram. Mais ouais, le mec, l'infirmier qui me mettait en place a jugé bon de me faire part de sa critique éclairée sur la discographie de... Il faut dire, toi, tu fais partie des gens qui préfèrent les derniers albums de Booba au premier. Non, pas nécessairement, mais moi, le shift et l'autotune et tout, ça m'a pas dérangé, quoi. Je me suis pas arraché les cheveux quand il s'est mis à autotuner ses sons. Au contraire, quoi. Je trouvais ça cool. Et l'infirmier n'était pas d'accord. Et la personne en question n'en était pas d'accord. Alors que moi, je voulais écouter Throne, quoi. Est-ce que toi aussi, comme Booba, t'es aussi à l'aise au Ritz qu'au McDonald's? Grave. Parce que t'as connu les deux. Mais je fais la queue au Ritz, je pense encore. Et même au McDo, à vrai dire. J'en suis pas encore à ce stade-là. Mais ouais, non, je peux aller manger dans des palaces quand j'ai des rendez-vous de taf ou des trucs comme ça avec des gros clients. Et je peux aller au McDo à 1h du mat quand tu fais la queue. Enfin, ouais. Toi, tu roules en quoi? J'ai pas le permis. Donc je roule en VTC. Dans ce livre, tu fais un truc que je trouve très utile. C'est les tutos chimio. Ouais. Parce qu'en fait, on connaît tous quelqu'un qui a fait une chimio, mais personne, à moins de l'avoir fait, ne sait vraiment ce que c'est qu'une séance de chimio. Toi, C'est tu vrai. racontes. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux me raconter? Ouais, bien l'expliquer? sûr. Et je me suis fait la même réflexion parce que moi-même, ma grand-mère, mes 2 grands-mères d'ailleurs, étaient atteintes d'un cancer. Et donc, je savais qu'elles partaient en chimiothérapie, quoi, à l'hôpital. Mais tu demandes jamais qu'est-ce que c'est, en fait, une chimio. En fait, la chimiothérapie, c'est un assemblage de différents médicaments dont le nombre varie selon les protocoles. Le mien en comptait 4 au départ. C'est des poches de médicaments liquides qui sont suivies par des poches de produits de rinçage et étaient perfusées pendant, ça dépend, moi c'était pendant 4, 5, 6 heures, dans le cathéter justement, sa seule utilité. Et à la suite, ton corps absorbe médicaments, produits de rinçage, médicaments, produits de rinçage. Tu ne peux pas sortir de ta chambre pendant l'administration de la chimiothérapie. Tu peux te lever uniquement pour aller aux toilettes, sinon il faut que tu restes alité. Et c'est des produits extrêmement toxiques, même qui ont des couleurs un peu cheloues et tout. Tu te dis que ton corps va emmagasiner des trucs très très mauvais. Donc il faut bien faire pipi et boire beaucoup d'eau après une séance de chimio. Mais ouais, c'est juste ça. Tu nous apprends aussi le nom d'une maladie dont on est, je pense, à peu près tous atteints. C'est la trypanophobie. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est la peur des aiguilles et donc dans mon cas des piqûres, quoi. Et tu sais que là, en plus, là, je dois refaire une prise de sang, là. De suivi. Ça fait 2 semaines que j'ai mon ordonnance et que j'y vais pas, quoi. Quelle flemme. Oh, je déteste ça. Et en plus, c'est pas une... C'est pas, comme c'est vraiment une phobie, c'est pas quelque chose qui faiblit avec le temps ou avec l'expérience. Parce qu'on m'a piqué, mais des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est pas à la 40e, à la 50e fois que je dis « Ouais, vas-y, c'est bon, c'est cool maintenant ». Non, c'est toujours
une angoisse. Mais vraiment, tu sais, je me mets à trembler, je me mets à chialer. Quelle flemme. Tu racontes qu'au moment de l'annonce, tu croules sous les demandes d'interview. Tes proches aussi, d'ailleurs, sont approchés par des magazines, notamment de la presse Ouais, People ou Assimilé People. Tu les refuses toutes. ouais. Aujourd'hui, tu publies un livre et puis tu es là sur ce plateau. Pourquoi? Ben, au départ, étant donné que j'étais maîtresse de ma communication avec mon compte Instagram, j'avais pas besoin de relais dans la presse traditionnelle. Et je trouvais que mon message était plus clair et plus direct si je m'adressais directement à mes abonnés et pas à un journaliste. Mais justement, le fait d'en avoir parlé et de dire, bon, bah les gars, voilà, j'ai un cancer, et de constater l'écho que ça avait pu avoir chez certaines personnes atteintes ou non de la maladie, tu vois, mais le fait qu'une personnalité un peu publique parle ouvertement de sa condition de malade, du cancer, sans tabou, sans filtre, sans essayer d'embellir ou de dramatiser la situation, ça a eu des bienfaits réels. Et donc depuis, si je peux continuer de diffuser un message positif autour de ça, ou juste un message pour dire vas-y, on est ensemble et on est tous égaux face à ce genre de trucs, je le fais avec plaisir, ouais. Je vais utiliser beaucoup de guillemets dans la phrase qui suit. Oula, Mais dans ta maladie, tu as eu un peu de chance, c'est vrai Ouais. que sont les guillemets, ouais. parce qu'on parle beaucoup des effets secondaires des traitements de la chimio, les nausées, la perte d'appétit, la perte de cheveux. Ouais, Toi, tu as eu 0 nausée, ouais. pas de perte d'appétit. Non, j'ai pris du poids pendant la chimio, ouais. Bravo. Tu as conservé la moitié, tu racontes, tu la chiffres, je crois 40% ou 30% de ta masse capillaire Ouais. sur le moment. Est-ce que tu t'es sentie préservée ou Ouais, à la fois, je me suis sentie privilégiée et à la fois, j'avais l'impression d'être une fraude, quoi. Parce que même les infirmiers, donc déjà, ils te conditionnent en te disant la chimiothérapie, c'est un traitement extrêmement lourd. Voilà ce à quoi il faut s'attendre. Et suite à ta première séance de chimiothérapie, il y a un médecin qui vient, comme à chaque fois. Mais à la suite de la première, tu repars avec des ordonnances, mais c'est d'une longueur inquantifiable en réalité, avec des médicaments contre tout ce qui est censé t'arriver. Donc tu les attends, ces effets secondaires. Et moi, rien. Et à chaque fois, pendant mes séances, les infirmières venaient me voir. Vous êtes sûre, vous n'avez pas de nausées, pas envie de vomir Non, pas du tout. Vous êtes sûre, hein, parce que sinon, on peut vous donner encore un comprimé. Non, merci, ça va. Donc, j'étais un peu décontenancée par tout ça. Je m'attendais vraiment à vomir de ouf. Et en fait, non. Et j'ai été épatée par mon corps, qui était vraiment le corps d'une meuf qui ne fait pas de sport depuis 10 ans, qui aime les pizzas? qui mange vraiment n'importe quoi. Après, certes, je bois pas, je fume pas, je me drogue pas, bien entendu. Donc, j'ai pas non plus le corps d'une meuf de 60 piges à l'agonie dès qu'elle monte 2 étages d'escalier. Mais bon, j'aurais jamais pensé qu'il encaisse avec autant de vaillance ces trucs hyper toxiques. Donc, j'étais contente et en même temps, je me disais, putain, ça se trouve, ils se sont trompés dans les médicaments. Pourquoi je ressens rien? C'est très bizarre. Je sentais une fatigue énorme. Ça te vide de ton énergie. Mais effectivement, j'ai pas eu trop de problèmes autres que cela. On va regarder un clip. C'est C'est quoi? Selena Gomez. Ah ouais, elle est trop Quel belle. titre? Fétiche. C'est parti. If I were you, I'd tell me you got a fetish for my love. I push you out and you come right back. Don't see a point in blaming. If I were you, I'd tell me you got a fetish for my love. Reaching your limit, say you're reaching your limit. Pourquoi ce clip, Agathe? L'esthétique du clip est incroyable. C'est réalisé par Petra Collins, qui est une artiste qui fait vachement de photos à la base. Et elle s'est mise à travailler avec Selena sur cet album-là. Et je la trouve fabuleusement belle et intrigante dans ce clip. C'est en feat avec Gucci Mane, je crois. Absolument. Elle raconte la fascination qu'elle peut exercer chez un mec. J'ai une question complètement intime, et tu peux tout à fait ne pas y répondre. Mais le cancer, ça a quel effet sur la vie amoureuse? Tu sais que j'avais hyper peur de ça. J'avais peur de me perdre en tant que femme
dans mon intimité, justement. Et avant de commencer la chimio, donc mon mec de l'époque, je lui mettais des pressions pour qu'il ne change absolument rien dans son approche de mon corps, de notre désir, etc. Alors que lui avait plutôt tendance à jouer le médecin, ce qui était pour moi insupportable. Il osait à peine me toucher, il me prenait soin de moi, il remontait la couverture jusqu'au menton. Je dis vas-y arrête, j'en peux plus quoi. Et comme ton corps change au départ, parce que moi, dans la période d'attente du diagnostic, comme j'étais extrêmement stressée de savoir ce qui m'arrivait, j'ai perdu beaucoup de poids. Au début de la chimio, j'ai continué à perdre du poids, puis j'ai repris au bout de 3-4 mois. Mais donc, tu vois, ton corps change, ta silhouette qui change, tu es extrêmement fatiguée, tu n'as plus d'énergie, tes cheveux qui tombent, que tu laisses dans le lit par poignée. Genre, tu les caches avant que ton mec se réveille. Enfin, c'est un enfer. Donc, tes habits qui te vont plus, etc. Donc, dans ton appréciation de ta féminité, c'est un petit peu compliqué. Mais j'avais la chance d'être bien accompagnée, donc ça s'est ressenti le moins possible, mais c'est vrai que c'est compliqué. Ne serait-ce qu'au début, quand tu poses ton cathéter et que ton corps est tuméfié, t'as pas spécialement envie de te déshabiller, enfin tu te sens pas sexy, quoi. Je vais te poser une question que beaucoup de garçons et de filles de la rédac me reprochaient de ne pas t'avoir posée. Le morceau de Selena s'appelle Fétiche. Qu'est-ce que toi tu fétichises chez la personne qui te plaît? Non, rien. Non, rien. Rien? Non, rien. Ok. Pas lui dans son intégralité, dans son entièreté, mais j'ai pas un truc spécifique. Ouais. Je suis désolé, on n'a pas le temps d'écouter tous les morceaux que tu m'as envoyés. Il y avait notamment Let Me Love You de Mario, Ah ouais. Boot Up de la May. Ouais. J'ai l'impression que les chansons d'amour ont une grosse place dans ta playlist, dans tes Oui, je playlists. suis très fragile. Fragilité musicale, oui. Est-ce Non, que mais c'est le sentiment le plus universel, donc moi, c'est les chansons qui me touchent le plus, quoi. Est-ce que c'est parce que tu as ce goût-là qu'en 2018, tu as pris à ton tour le micro pour chanter Pourquoi? Dans la peau, mais je veux t'oublier. Nos bons moments résonnent comme des regrets. Sors de mes pensées, tu m'as trop blessé. Notre histoire passée m'empêche d'avancer. Sors de mes pensées, tu m'as trop blessé. Notre histoire passée m'empêche d'avancer. Dis-moi, je sais pas, t'as plus envie. Dis-moi, je sais pas, t'as plus envie. Tout. Tu nous expliques pourquoi alors? Pourquoi? C'était un pote à moi qui produisait Alrima. Et il m'appelle un soir à 22h30 en disant « Ouais, tu fais quoi? Tu peux pas venir nous dépanner? On est en studio avec Alrima, machin, sur un truc. » Ouais, grave. J'arrive à 23h. On enregistre ce truc en 10 minutes. Et voilà. C'était juste pour dépanner des potes, pour rigoler. On s'est marré de ouf à le faire. Et Ça veut dire que tu aimes chanter? j'aime chanter. Ouais. Oui, j'aime bien. Il y a un nouveau fil sur Instagram, là, qui te choisit une chanson de façon aléatoire et il y a un micro et tu peux chanter. Aujourd'hui, Merci de suivre mes stories Instagram, Cyril. on va en parler justement. Aujourd'hui, tu as quitté C8, TPMP et BTP. Ouais. Tu co-animes une quotidienne, pour la chaîne multidiffusion de Webedia Le Live. Ouais. Est-ce que ça, c'est l'avenir et pourquoi? C'est l'avenir, c'est comme ça qu'on veut le vendre aux annonceurs, c'est vrai. Moi, je sais pas, en tout cas, ça correspond au mode de consommation de ma génération, quoi. Mon petit frère, moi, qui a 4 ans de moins que moi, donc 24 ans, il n'a pas de télé chez lui, il n'en aura jamais. Et il consomme tout sur son ordi ou sur son téléphone. Donc, il regarde beaucoup Twitch, surtout les chaînes US. Mais je pense qu'il faut s'adapter aux évolutions de la société. Et l'information passe de plus en plus sur Internet en ce qui concerne les jeunes, quoi. Donc, quand tu veux t'adresser à eux, je pense que c'est bien de t'adresser à eux sur les plateformes qui le regardent, tout simplement. On se voit le mercredi 5 février, 12 jours après le lancement de cette chaîne. Ouais, émission 2 ce soir. Le premier jour a été, on peut le dire, un peu compliqué techniquement. Ah ouais, c'était un massacre. Est-ce que ça t'a fait douter?
Le deuxième jour, c'est mieux passé, il faut le dire. Ouais, le deuxième jour, il n'y avait pas de bug technique, mais on a pris l'antenne à 18h le premier jour pour lancer la chaîne. C'est Kevin qui hostait pour présenter tous les Kevin Razi. animateurs, tous les programmes, etc. On a pris l'antenne à 18h, je pense qu'ils ont mis 1h30 avant de régler le problème de son, ce qui est délirant. Mais bon, comme ça a été réglé en 1h30, je me suis dit que le lendemain, ça devait pas poser de problème. Et donc voilà, on a fait une petite émission hier, cool, ça s'est bien passé. Donc non, ça m'a pas fait douter parce que je savais que c'était des problèmes temporaires, mais on a quand même réussi à se faire bannir de Twitch en 4 heures, ce qui est un record. Un record, ouais, bravo. Ouais. Donc Dieu merci, on est diffusé sur toutes les autres plateformes de contenu streamable parce que sinon, j'aurais plus de travail. Tu es passé de la presse écrite à la télévision, Ouais. puis au 100% numérique. J'ai l'impression que tu résumes en 4 ans de carrière l'évolution de 100 ans de vie médiatique. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, en très condensé. Mais ça m'a manqué pendant un temps, la presse écrite, en plus, parce que moi, pendant mon master de journalisme, tu sais, on peut faire des modules TV, radio, pour se tester à tous les médias. Et moi, j'avais vraiment envie d'écrire, donc j'ai toujours refusé d'y aller, et j'ai fait que de la presse écrite. J'ai jamais voulu faire de télé ou quoi que ce soit. Mais donc, j'ai toujours des potes dans ce milieu-là, et quand je vois à quel point c'est nécrosé et que ça correspond plus du tout au mode de vie actuel, d'aller chez son kiosquier et d'acheter un magazine ou même un quotidien, quoi. Il faut s'y conformer, quoi. Justement, on te parle beaucoup de ton passage à C8, beaucoup moins des Arocs. Ouais. Qu'est-ce que tu en as gardé des Arocs ? C'est la première rédaction à Paris où j'ai travaillé. Et c'est une rédaction assez cool, assez jeune. Après, t'as les piliers du magazine qui sont encore là et qui gèrent tout ce qui est musique, ciné, bien sûr. Mais sur la rédaction web, en tout cas, on avait tous le même âge, donc c'est-à-dire 25, entre 22 et 30 ans, quoi. Et on était tous soumis à la pression du clic et même les Inrocks, quoi. De toute façon, c'est le système économique de tous les pure players. Il faut générer du trafic et du clic sur ton site internet pour pouvoir être rentable. Donc, à côté des articles de fond et très intéressants que je pouvais faire, j'ai couvert par exemple la Présidentielle américaine ? Ouais. Je devais faire des petits, ils appelaient ça le buzzodrome, où tu faisais que des petites news à la con qui font du clic. Mais c'est comme ça que ça marche et c'est indispensable. Plusieurs fois sur tes stories, que tu vois, je regarde un petit peu, pas toutes. Tu me suis ou pas ? Je te suis, ouais. Ah. On a vu passer David Doucet, qui est l'ancien rédacteur en chef des Arocs, Ouais. au moment où tu y étais, qui a été mis en cause pour avoir été membre de la Ligue du LOL et par ailleurs pour son management problématique de la rédaction des Arocs. Est-ce que toi, tu estimes que les membres de la Ligue du LOL ont été jugés trop vite, médiatiquement parlant ? David Doucet, qui est mon meilleur pote, et qui n'a jamais harcelé aucune meuf. Il a été mis en cause pour un canular téléphonique pour lequel il s'est excusé, qui n'était sans doute pas drôle a posteriori. J'ai trouvé que la gestion de la Ligue du LOL a été désastreuse. J'ai une question con, mais t'en faisais partie ou pas ? Absolument pas. Et tu sais qu'on m'a associée à ça parce que je sortais avec Vincent Glade, qui était le créateur de la Ligue du LOL. Et j'étais très copine avec David Doucet. Et c'était un sujet de conflit au sein de mon couple. Parce que moi, je savais que cette Ligue du LOL existait. C'était un groupe privé sur Facebook, donc mon mec y était sans arrêt, quoi. Et il se moquait d'un peu tout le monde sur Internet. Et moi, comme j'étais la copine de Vincent, je pensais que j'allais être un peu prémunie de ce genre de moquerie. Pas du tout. Pas du tout. Donc ses potes pouvaient faire des captures d'écran de mon Instagram ou de mes tweets et se moquer ouvertement de moi sur un groupe dans lequel mon mec était membre. Et donc j'arrêtais pas de lui dire, je fais franchement c'est insupportable en vrai. Ferme ce truc, quoi. C'est la pire version de toi. Et je détestais cette Ligue du LOL. Parce que j'ai cru à un moment que je devais m'en justifier. En fait, je m'en bats les couilles, clairement. Mais donc j'avais déterré des chats Gtalk, Hangout et tout, où je parlais justement de cette Ligue du LOL avec Vincent, avec David, en disant il faut absolument qu'on trouve un moyen d'y mettre un terme. Vous êtes bidon dessus, genre l'élite d'Internet qui se permet de juger un tel ou un tel. En fait, ils disaient rien de plus que
ce que les gens peuvent se dire dans des conversations privées, là. Mais le fait que ce se soit dit sur Internet et le fait qu'il n'y ait pas de capture d'écran de ce groupe, ça a donné lieu à tous les fantasmes. Genre, on s'est imaginé un boys club qui harcelait les meufs en meute, etc. Alors qu'effectivement, il devait y avoir 2 ou 3 détraqués dans la team. Mais sinon rien de... Mais ouais, donc j'ai reçu plein de messages. Ouais, ton passé de harceleuse et tout. Ah ouais. Non, j'en ai été victime moi aussi. Et c'était encore plus traumatisant parce que mon mec, du coup, laissait dire ce genre de conneries à mon sujet. Mais bon, ça m'a pas non plus... Justement, le jour du premier live sur la chaîne, Ouais. le live, Ouais. vous avez parlé des excuses partielles de Mila à Quotidien qui avait lieu la veille. Ouais. Et toi, tu as dit que c'est une jeune fille qui n'avait pas compris qu'avec tous les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y avait plus de droit à l'oubli. Et toi-même, tu es né en 91, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Tu étais à peine majeur quand Twitter, Instagram, Facebook sont entrés Ouais. dans nos vies. D'ailleurs, des tweets de toi considérés comme problématiques ont été déterrés. Ouais. Est-ce que toi, tu as regretté d'avoir tweeté trop fort ou trop vite? Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Pas du tout. Surtout que c'était du second degré, mais c'était... Après, je pense vraiment qu'il y a encore 2-3 débiles au QI négatif qui pensent que je suis cistra, islamophobe, homophobe ou je sais pas quoi. Mais bon, il faut vraiment être buildé pour pas saisir l'humour derrière ces trucs. Et en plus, moi, à l'époque où j'utilisais Twitter, c'était vraiment un espace conversationnel très intime, où c'était un entre-soi limite. T'avais jamais un seul média en ligne ou pas qui se servait des tweets pour illustrer un fait d'actualité, quoi. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas encore tous les politiques, etc. Et il n'y avait surtout pas le système de réponse et de suite de tweets. Genre maintenant, quand tu postes un tweet, tu peux créer une conversation avec les autres et tu peux surtout mettre plusieurs tweets à la suite pour créer tout un thread, tout un topic, etc. Et moi, je réagissais vachement à l'actualité. Et genre, tu vois, il y a un tweet de moi qui dit... qui est considéré comme problématique, qui disait « Ouais, les pauvres, merci de vous doucher avant d'aller au musée ou je sais pas quoi ». Donc, tu as ce tweet-là comme ça, tu dis, mais elle est complètement tarée, votre pote. Ça faisait écho à un fait divers qui avait lieu au musée d'Orsay, je crois. Voilà. Et en fait, c'était le tweet précédent, mais du coup, il n'était pas lié. C'était, c'était un couple qui avait été viré du musée parce qu'ils indisposaient les autres visiteurs du fait de leur odeur corporelle nauséabonde ou je sais pas quoi. Enfin, le truc m'avait fait halluciner. Donc, je faisais une réponse cynique à cette actu, mais prise hors contexte. C'était délirant. Mais ça, c'est très français, ça. Mais est-ce que la vie est plus simple sur compte Twitter? Bah, ça me manque un peu, en vrai. Mais bon, étant donné que je peux pas... Je perds déjà tellement... Enfin, je perds déjà, non. Mais Instagram me prend déjà tellement de temps, et c'est ce qui me fait gagner le plus d'argent aujourd'hui. Je peux pas me permettre de... Ouais, largement. Je peux pas me permettre de multiplier ma présence numérique si je veux continuer de faire des choses de qualité, quoi. Ça veut dire que j'ai dû choisir... Ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu n'as quasiment plus besoin des médias, en fait, pour vivre et pour exister et pour faire ce que tu as envie de faire. Ah oui, j'en suis persuadée. Ok, c'est intéressant. Je voudrais qu'on écoute un dernier morceau. C'est Nina Simone. Ouais. I'm feeling good. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. Ta rémission est complète. Ouais. Tu as encore une prise de sang à aller faire, donc une piqûre à subir. Mais aujourd'hui, tout va bien. Ouais, tout va très bien. Tout va très bien. Mais c'est pas... Parce que tout le monde me disait pendant la maladie, tu vas voir, tu vas en ressortir changé, ça te transforme, etc. Non, je suis exactement la même meuf avant, pendant qu'après. Mais ce que ça peut bouleverser, en revanche, c'est ton sens des priorités. Ce qui est important ou pas dans une existence. Et je pense que ça m'a permis d'y voir un peu plus clair là-dessus. Donc, j'en suis plutôt très reconnaissante. C'est quoi tes priorités aujourd'hui? C'est de faire le bien autour de moi et de prendre soin des gens que j'aime. J'ai jamais été carriériste, tu vois, ça n'a jamais été mon objectif numéro 1 de faire carrière, de gagner de l'argent, etc. Mais quand tu vis à Paris, dans notre milieu,
ça peut être quelque chose qui te prend plus de temps que ça ne devrait. Même psychiquement, juste, t'es complètement obsédé par ton taf, par les trucs que tu dois faire, tes projets, tes machins. Bon, c'est pas... Quand t'auras 90 ans, que ce sera ton dernier jour de vie, tu vas pas repenser aux émissions que t'as faites, hein, tu vas repenser au bon moment avec tes potes, avec ta mère, ce genre de trucs, quoi. Merci Agathe. Merci à toi. Tout va bien, disponible, édition Alba Michel. Ouais. Et tous les soirs, à 18h Tous les soirs de 17h30 à 19h 19h. sur le live. Merci Agathe. Merci.